Bienvenue sur le podcast Hajime. Nous, c'est Lisa et Anto, les fondateurs d'Hajime. On propose des retraites et une plateforme de cours de yoga et training en ligne. Dans cette saison 2 du podcast, on abordera des sujets sur le yoga, le sport, la nutrition, la santé et bien d'autres. On espère que ça te plaira. Je suis trop contente de démarrer cette saison 2 du podcast Hajime avec ce sujet, les TCA, troubles du comportement alimentaire, que j'avais déjà abordé sur un post Instagram, il doit y avoir 3 ans à peu près. Et quelques mois après, j'ai eu l'envie de créer ce podcast pour parler de la santé et puis plus précisément aussi des TCA, puisque j'ai quand même remarqué qu'on était énormément concernés par ça et on se sent un peu seul généralement quand on a ce souci-là, alors qu'on est énormément et ça fait du bien d'en parler, ça fait du bien de se soutenir aussi, de comprendre qu'on n'est pas seul. Donc si tu n'as pas écouté ce premier podcast où je raconte mon histoire, je t'invite à le faire, c'est disponible juste en dessous pour la saison 1. Et donc je voulais faire un petit état des lieux pour l'instant avant de démarrer mon interview avec Marine, qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, j'espère que ça vous plaira. Je voulais juste vous raconter un peu là où c'est que j'en étais par rapport au TCA, puisque de temps en temps je reçois des questions, soit pour avoir des conseils, soit pour raconter un peu comment j'ai évolué avec ça. Donc je fais plus du tout de crise, etc. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Après, le rapport à mon corps est parfois compliqué. Je sens que quand même c'est toujours à l'intérieur de moi. Il y a des périodes où c'est plus ou moins présent. Ça peut être une réflexion de quelqu'un de mon entourage, de mes amis qui peut me toucher et du coup je prends du recul et je me dis ah ouais là si ça touche c'est que c'est pas vraiment fini. Et donc voilà, ça dépend aussi de mon cycle, il y a des fois où je suis plus sensible que d'autres, donc voilà, mais dans l'ensemble ça va beaucoup mieux et j'espère que ce petit podcast avec Marine vous plaira, parce qu'elle apporte plein de petits conseils et c'était super intéressant et voilà. Donc à de suite. Si tu n'es pas encore abonné au podcast Hajime, je t'invite à le faire. Il y aura plein de nouveaux podcasts qui vont sortir pendant les prochains mois sur des sujets différents, pas que les TCA. Et puis n'hésite pas aussi à liker la vidéo ou le podcast si tu l'écoutes sur Spotify. Donc je dis la vidéo parce que le podcast est aussi disponible sur YouTube, sur la chaîne Hajime Experience. Et je te souhaite une très belle écoute ou un très bon visionnage. Salut Marine, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast qu'on a essayé d'ailleurs de tourner 2 fois, parce que la première fois j'ai des petits soucis de Wi-Fi, donc merci beaucoup d'être là. Avec plaisir, merci de ton invitation. Génial, donc c'est un sujet, comme je disais dans l'intro, qui me tient beaucoup à cœur puisque j'ai fait face aussi au TCA il y a du coup pas si longtemps que ça, alors que je pensais que c'était terminé. Donc aujourd'hui j'aimerais creuser parce que du coup j'ai reçu, je pensais pas en partageant ça sur un post Instagram et après sur le podcast de recevoir autant de messages. Ça m'a impressionnée en fait et plutôt choquée de voir à quel point énormément de femmes étaient atteintes de ça, avaient ça en tout cas, et quelques hommes aussi ont répondu, donc ce qui m'a aussi un petit peu étonnée. Voilà, aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc je m'appelle Marine Charaf, je suis naturopathe, je vis en banlieue parisienne, à Saint-Ouen, juste à côté de Paris. J'ai 3 enfants qui ont 7 ans, 5 ans et 3 ans. Et donc j'ai longtemps eu des troubles du comportement alimentaire. Et ensuite j'ai développé, en sortant des troubles du comportement alimentaire, je me suis rendu compte que je continuais à avoir des comportements un peu particuliers avec la nourriture et beaucoup d'angoisse. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais encore dans une forme d'anxiété alimentaire. J'abordais pas du tout ce sujet-là dans mes consultations en naturopathie au départ, parce que je me rendais compte que c'était encore assez tabou pour moi d'en parler. Et puis petit à petit, donc moi j'étais plutôt dans la périnatalité. Je m'occupais vraiment des femmes qui voulaient avoir un enfant, qui étaient enceintes ou en postpartum, et voilà, et de leur santé globale. Et puis petit à petit, ça a cheminé à l'intérieur de moi. Je me suis dit voilà, il y a encore quelque chose à explorer déjà chez moi, et puis j'ai besoin d'aller un peu déconstruire ce qui m'a mis dans ces troubles du comportement alimentaire. J'ai compris pas mal de choses et j'ai compris aussi pourquoi j'étais dans une anxiété alimentaire ensuite, et je me suis dit que j'avais envie de libérer la parole au maximum sur ces sujets-là, parce que même en faisant de la périnatalité, je me rendais compte au quotidien que j'avais de nombreuses femmes en fait qui étaient
mal à l'aise dans leur alimentation, mal à l'aise dans leur corps, et que si je voulais réellement faire de la santé globale, je devais aussi aller creuser ces questions-là pour aider les femmes réellement et profondément, et pas juste mettre un petit pansement sur un souci, sur un symptôme qui voulait dire en fait beaucoup plus que juste un petit problème d'alimentation, puisque c'est souvent comme ça on vient souvent me voir en me disant voilà, je crois que j'ai un petit souci avec l'alimentation, et bon, évidemment ça c'est le symptôme, et il y a plein de choses en fait que ça derrière. Ouais, que ça découle de vraiment plein de constructions, de soucis qui sont plus, à mon sens, systémiques et sociétaux. Et voilà, c'est ça que j'ai voulu aller décortiquer et accompagner les femmes dans cette démarche-là. Trop intéressant, on va parler du coup de tout ça juste après, mais est-ce que vraiment pour démarrer, Oui. on peut définir qu'est-ce que c'est vraiment les TCA, Ouais. sans y passer non plus 1 heure, mais juste voilà les grands points bien sûr. dessus, quoi. Alors, bon, il y a plusieurs types de définitions. On va faire simple. Donc les TCA, c'est troubles des conduites alimentaires ou troubles du comportement alimentaire. Ça dépend un petit peu de où on se situe. Dans le milieu anglo-saxon, ça va être plutôt troubles des conduites alimentaires, au Canada notamment. Donc on entend de plus en plus ce terme-là. Avant c'était troubles du comportement alimentaire. Il y a des grandes familles. Alors c'est assez poreux, c'est assez difficile. Et ça, j'invite vraiment les personnes qui sentent qu'elles ont un trouble ou une difficulté de se rapprocher d'un psychologue ou d'un diététicien ou diététicienne spécialisé sur le sujet pour vraiment définir et diagnostiquer ce que ne peut pas faire un naturopathe. Donc ça, je le précise bien. Un naturopathe ne fera pas de diagnostic. Et c'est important de savoir à peu près où on se situe et dans quelle catégorie on peut aussi aller à droite à gauche. Moi, par exemple, j'ai commencé par une phase d'anorexie quand j'étais ado. Donc l'anorexie mentale qui est à distinguer de l'anorexie. L'anorexie, en fait, ça veut dire qu'on perd la faim. Donc on peut avoir une anorexie, par exemple, quand on est malade. On a une anorexie qui est vraie, c'est-à-dire que le corps ne donne plus de signal de faim. Une anorexie mentale, en fait, ça passe par un processus où la personne sciemment rejette sa sensation de faim. Et petit à petit, effectivement, ça devient une anorexie vraie, dans le sens où la personne perd la sensation de faim. Mais au départ, elle a cette sensation de faim contre laquelle elle lutte. Donc ça, c'est l'anorexie. Donc c'est s'empêcher de manger, c'est compter absolument toutes les calories, c'est par exemple avoir des comportements en parallèle de ce comportement alimentaire là, c'est rajouter beaucoup d'exercices physiques, voilà, des techniques de ce type là. Ensuite on a de la boulimie, alors qui peut être ou non vomitive. Donc la boulimie, c'est l'ingestion en grande quantité d'aliments en un très court laps de temps. Donc c'est vraiment ce qu'on voit quand on a ce qu'on appelle des pulsions et on se jette sur la nourriture. Donc parfois on peut alterner des phases d'anorexie et de boulimie, vomitive ou pas. Et en plus dans la boulimie, il y a soit des vomissements, il peut y avoir, quand c'est pas vomitif, ou quand c'est vomitif, en tout cas dans la boulimie, il y a toujours des phénomènes de compensation. On cherche à compenser, donc c'est parfois difficile de détecter chez une personne une boulimie parce qu'en fait son corps ne va pas forcément beaucoup changer et on peut pas forcément se rendre compte de ce qu'elle vit au quotidien, de ce qu'elle ingère et de ce qu'elle se fait subir ensuite pour compenser. Donc soit en vomissement, soit en prise de laxatif, soit en période de jeûne, soit en exercice physique hyper intensif. Voilà, il y a plusieurs types de techniques de compensation. Ensuite, on a de l'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, ça va être cette prise d'aliments de manière vraiment énorme en quantité sur un laps de temps court sans technique compensatoire. Donc là, on va avoir une prise de poids. Alors que la boulimie, il y a un effet compensatoire. Voilà. C'est ça ? Okay. Ouais, la boulimie, ça peut être vomitif ou pas, mais dans tous les cas, il y a de la compensation. Okay. Et l'hyperphagie, il n'y a pas forcément de compensation. Et on peut aussi, alors comme je disais, c'est vraiment difficile de définir clairement toutes ces catégories-là parce que c'est assez poreux en fait. On peut tout à fait passer d'une anorexie à une boulimie vomitive ou non vomitive pendant un certain temps mais compensatoire sur d'autres axes. Ensuite à vomitive, peut-être ensuite passer à une hyperphagie. Voilà, donc et les frontières sont minces.
Et moi, je rajoute dans les troubles du comportement alimentaire, mais c'est pas encore tout à fait admis dans ce sens-là, l'orthorexie. Donc c'est cette volonté extrême de vouloir manger très sainement, 100%, parfaitement. Voilà. Donc ça c'est, enfin moi j'ai un peu traversé tout ça. Et l'orthorexie, c'est difficile parce qu'en fait, on a vraiment l'impression de manger très sainement. Et d'ailleurs, on mange très sainement. L'entourage ne peut pas forcément se rendre compte qu'il y a un souci parce que la personne, en fait, elle est plus en danger biologiquement, en tout cas. Mais psychiquement, c'est très lourd. Et moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'étais dans une sorte d'orthorexie quand j'ai été obligée à un dîner de manger, c'était une choucroute, et j'ai pas pu trier exactement comme je voulais la nourriture. Et j'ai fait une crise d'angoisse et je suis allée pleurer aux toilettes parce que j'avais dû manger du gras, par exemple, qui ne me convenait pas. Et voilà. Et là, je me suis rendu compte que c'était problématique, qu'en fait, derrière ce truc, je mange super sainement, je prends soin de ma santé, je prends soin de mon corps, en fait, c'était pas quelque chose de libérateur, en fait, c'était quelque chose de qui m'emprisonnait, en fait, au quotidien et qui me permettait pas d'avoir une vie complètement libre. Voilà. Et ensuite, l'anxiété alimentaire, c'est quand on commence à avoir de l'angoisse liée à l'alimentation. Alors, comment dire, quand on va voir un naturopathe, en général, ou quand on s'intéresse à sa santé, on commence à faire attention à son alimentation, en règle générale. L'anxiété alimentaire, elle débute quand cette préoccupation devient angoissante ou trop angoissante et quand la préoccupation commence à prendre trop de place dans l'espace mental. Mais pareil, c'est quelque chose qui est, chez certaines personnes, elles vont vraiment mettre en place quelque chose pour réguler, contrôler leur prise alimentaire, mais elles vont pas forcément avoir d'angoisse quand elles font un écart. Donc là, on pourra pas dire qu'elles sont dans une anxiété alimentaire. Ouais. Et il y a des personnes qui contrôlent pas tant que ça, mais qui en même temps sont dans une énorme angoisse. Voilà, donc c'est vraiment à définir au cas par cas. Ouais, c'est clair. Et j'imagine que l'orthorexie, tu dois en voir de plus en plus avec tout ce qui est réseaux sociaux. Enfin, je pense que ça aussi, ça doit prendre la tête de voir aussi souvent des vidéos où on nous rabâche mon assiette, un jour dans mon assiette, où on voit des trucs passer comme ça, où tout est parfait, où on se dit waouh. Ouais. Ou alors des gens peut-être un peu plus hypocrites ou qui rajoutent des trucs qu'ils ne mangent pas forcément et ils le disent pas, pas après sur la vidéo. Donc ça, je pense que tu dois en voir aussi de plus en plus. Effectivement, avec les réseaux sociaux, il y a quand même une survalorisation de cette mode-là, de l'assiette parfaite ou de la journée parfaite alimentaire, qui en plus en général est pas fait au départ de manière néfaste en fait. C'est plutôt des personnes qui ont à cœur d'aider, de donner des astuces, etc. Mais effectivement, il faut se méfier de ces contenus-là qui sont très instagrammables, très lissés, très parfaits, parce que en règle générale, c'est pas la réalité réelle de la personne au quotidien. Et puis ça donne pas beaucoup de c'est encore un peu comme dans la parentalité, un peu comme dans l'aspect au corps, un peu comme il y a une sorte on demande de la pureté permanente, de la perfection, et à partir du moment où on va dans cette direction-là, de faire tout parfaitement, d'être jusqu'au boutiste, en fait on se rajoute une pression monumentale qui est néfaste sur notre psychisme mais aussi sur notre corps, puisqu'en fait moi je vois très souvent des personnes qui vont mal dans leur corps et dans leur tête et qui arrivent en me disant je ne comprends pas, je mange pourtant parfaitement. Et c'est vrai que quand je détaille ce qu'elles mangent au quotidien, sur le papier c'est parfait, sauf que elles ne se rendent pas compte que pour rentrer dans cette case-là, elles s'infligent un stress énorme. Et ce stress-là, en fait, le corps le ressent, le corps le fabrique. Il y a des hormones du stress, on peut le calculer, on peut le voir si on fait une biologie sanguine, par exemple. Et ça a un impact négatif sur le corps et sur le psychisme. Donc, si on veut réellement faire de la santé globale, c'est vraiment important, notamment dans les contenus qu'on partage sur les réseaux sociaux, de montrer une image humaine, en fait. Et le contenu 100% parfait peut avoir un effet contre-productif
sur la bonne santé des personnes et rajouter une charge et une norme qui en fin de compte n'est pas normale. C'est-à-dire que une personne normale ne peut pas tenir ce niveau-là de perfection, et on fait croire que c'est une norme, on donne ça à voir comme une norme, mais ça ne devrait pas être une norme. Et donc moi j'encourage vraiment les créatrices de contenu sur Instagram notamment, qui parlent du bien-être, qui parlent de l'alimentation, à montrer aussi les écarts, à valoriser aussi les à côté, et ce qui paraît peut-être moins sain, pour ne pas rentrer dans cette dictature du tout parfait, du tout sain, parce que notamment les femmes, alors on pourra expliciter un peu plus pourquoi les femmes sont plus touchées que les hommes, mais si on met bout à bout toutes les injonctions permanentes et accumulatives de la vie d'une femme sur ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit penser, ce qu'elle doit dire, comment elle doit manger, comment elle doit s'habiller, à quoi son corps doit ressembler, comment elle doit s'exposer dans la sphère publique, dans l'espace public. En fait, c'est une pression inhumaine et insurmontable. Ouais, voilà. Donc, et je pense que c'est important que les créateurs de contenu et les créatrices de contenu aient conscience de leur impact, parce que même en voulant bien faire et proposer elles parfois ne se rendent pas compte, et moi la première en fait, je fais vraiment mon mea culpa. Pendant très longtemps j'ai proposé ce genre de contenu, et il a fallu vraiment un gros travail de déconstruction et de prise de conscience de mon côté pour me rendre compte que je faisais certainement du tort à des personnes, alors que un des principes de la naturopathie, c'est de primum non nocere, c'est ne pas faire de mal. Donc même si je crois donner quelque chose de positif, si ça peut avoir un effet négatif sur la personne, il faut que je revoie ma copie. Ouais, c'est clair. Moi aussi, j'ai déjà échangé avec des amis sur le fait de toujours partager des choses très saines, etc. Ce qui peut carrément aussi m'arriver, et j'essaye de faire un travail dessus. Et souvent, en plus de ça, il y a le cliché, je trouve que moi je ressens beaucoup, de la prof de yoga qui mange des graines, qui a une alimentation exceptionnelle, un style de vie, mais vraiment. Et en vrai, à chaque fois c'est mais n'importe quoi en fait. Non, je mange aussi des pizzas, des burgers, chocolat, ma vie. Ouais. Et c'est fou aussi les clichés qu'il peut y avoir sur certaines professions ou certains profils de personnes. Et donc ouais, faire attention au niveau des créateurs de contenu, ou si on tombe sur des contenus comme ça, à apprendre et à laisser pour pas se bourrer la tête de choses inutiles, quoi. Donc rester vraiment vigilant et critique vis-à-vis du contenu qu'on ingère un peu de manière automatique, parce qu'il y a ce truc en plus de défilement sur les applis. Mais il faut savoir aussi que on n'a pas forcément là où il faut être vigilant aussi, c'est que même si on a une pensée critique là-dessus et qu'on essaye de faire attention de manière consciente, le bombardement d'images a quand même un impact très très fort à l'intérieur de par exemple sur les corps des femmes. On sait maintenant que le bombardement de tel type de corps féminin qui sont souvent normés et en fait, où par exemple sur l'idéal féminin occidental, pour parler de celui qui est en déversé dans le monde entier, en termes de visuel, naturellement il y a que 8% des femmes qui rentrent dans ce modèle-là, et toutes les autres, elles doivent entre guillemets se raboter ou s'upgrader de manière artificielle ou à coup de régime, de jeûne, de prise de protéines, parfois de chirurgie esthétique, etc., ou de filtres internet, Instagram ou TikTok, ou peu importe. Et en fait, on est toujours en train de valider le fait qu'on a besoin de cette validation extérieure, et que notre corps et nous, du coup, par la même occasion, on n'est jamais suffisamment bien, on n'est jamais adéquate en fait. Et ça a un impact, et on peut pas, même si moi par exemple la première, pourtant je lis beaucoup d'ouvrages féministes, j'ai cette pensée-là. Et puis petit à petit, je m'en suis rendu compte par exemple sur des petites rides qui pouvaient commencer à se former sur mon visage.
eh bien, parfois, j'ai beau savoir tout ça, et j'ai quand même envie de changer quelque chose. Et j'ai quand même une pensée de, ça serait peut-être pas mal que tu fasses un petit truc là. Par exemple, voilà. Et je sais que c'est ce bombardement d'images parfaites, d'images lissées, qui a cet impact-là où forcément je me compare de manière inconsciente parfois, et où je vois que je suis pas, entre guillemets, à la hauteur des attentes de la société sur le corps de la femme. Et ça demande vraiment... Enfin, c'est difficile de lutter contre ce rouleau compresseur comme ça, cette pop culture quasiment de masse, de pression, de l'image permanente. Donc voilà, moi ce que je conseille souvent aux femmes, c'est effectivement d'avoir cette pensée critique là-dessus, de lire des ouvrages en lien avec ça, et je pourrais en partager quelques-uns qui m'ont beaucoup aidé, et aussi de choisir le contenu sur lequel on est abonné, de se désabonner des contenus qui sont trop lissés, trop formatés, trop normés, de s'abonner en conscience à des comptes qui prônent la diversité des corps et des façons de manger et une vision plus globale de la santé, pour aussi lutter contre ce truc-là, parce qu'en fait on a une appétence naturelle vers quelque chose qui est très normé, qui est très lissé, qui est très esthétique, et donc on va avoir tendance à, par exemple, passer plus de temps sur une image sur Instagram là-dessus. L'algorithme le prend en compte, donc nous rebalance plus de contenu de la même du même genre, et petit à petit, sans s'en rendre compte, on se retrouve de nouveau abreuvé, limite gavé de ce truc-là. Voilà. Donc oui, de prendre conscience, mais aussi consciemment de changer un petit peu la façon dont on consomme ce contenu. Ouais, c'est clair. Trop bien. Donc pour revenir sur les TCA et l'anxiété, donc on se rend compte quand même que la frontière est très fine quand même entre les deux. Si je me trompe, si j'ai bien compris en tout cas. Ok, donc intéressant de différencier les deux pour des personnes qui se disent peut-être j'ai des TCA, mais peut-être que ce sera plus de l'anxiété. Dans tous les cas, il faut vraiment se faire entourer et aller voir des professionnels formés pour savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe sur justement ce spectre-là des troubles du comportement alimentaire et de l'anxiété alimentaire. À partir du moment où vous vous posez la question et vous vous dites que le rapport à la nourriture est un peu anxiogène et compliqué, ça vaut le coup d'aller voir un professionnel. Ouais, pour pas laisser le truc en plus dégénérer et devenir vraiment problématique quoi ensuite. Moi, ce qui a été le plus dur pour moi, je trouve, quand vraiment je me disais là t'es vraiment ça va pas, c'est d'en parler autour de moi, d'en parler juste à mon chéri, même la personne avec qui je vis. Ça a été extrêmement difficile. Et j'ai l'impression, avec les retours aussi que j'ai eu de personnes qui, pareil, sentent que ça va pas, qu'elles n'arrivaient pas à en parler, qui vivent encore chez leurs parents. Du coup, en plus, elles ont pas trop la main sur ce qu'elles mangent, donc c'est très compliqué. Enfin, bref. Est-ce que toi, t'aurais des conseils à donner aux personnes qui n'arrivent pas à en parler, alors qu'il peut y avoir des déclics juste en parlant à côté? Alors moi, c'est voilà, une des raisons pour lesquelles moi j'en parle le plus ouvertement possible, c'est parce qu'à force d'en entendre parler, les personnes peuvent s'ouvrir plus facilement elles-mêmes et se dire voilà, bon, moi je suis pas toute seule à traverser ça, ou tout seul, puisqu'il y a aussi des hommes qui en souffrent. Je suis pas seule, et c'est pas entre guillemets. Alors je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes d'entendre, c'est que c'est pas de notre faute à nous, individus, si on traverse ça, de bien replacer ça dans un contexte. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas notre faute et parce qu'on n'est pas responsable qu'on peut pas avoir une main aussi dessus, un impact, et prendre le problème à bras le corps, nous personnellement. Et c'est important d'entendre des personnes en parler le plus librement possible pour que ça soit plus tabou. Et ce que je conseille souvent aux personnes qui ne savent pas à qui en parler en premier, c'est d'aller voir d'aller voir des professionnels ou des personnes ou des centres, des groupes de parole liés à ça, pour que la parole soit la plus, recueillie et acceptée possible. Parce que quand on en parle par exemple à son conjoint ou à sa famille ou à des proches qui sont pas du tout là-dedans, ou qui n'avaient pas aidé, et ils peuvent, sans vouloir faire mal en fait, relativiser le problème,
ou dénigrer le problème ou donner des conseils qui sont contre-productifs. Du type arrête d'y penser et ça ira mieux, ou tu te regardes trop le nombril, voilà, c'est vraiment trop un problème de riche ce truc-là. Si t'étais dans un pays où ils souffrent de la faim, t'aurais pas ces problèmes-là. Et en fait, cette non-validation de la souffrance peut empêcher les personnes de continuer à chercher de l'aide à l'extérieur et peut les emmurer dans leurs troubles. Donc voilà, je recommande d'avoir un premier contact avec des personnes qui sont vraiment formées ou qui sont aussi dans ce même calvaire pour être sûr que la parole puisse être réellement entendue, réceptionnée. Et une fois qu'on a un petit peu plus recouvré de la confiance et qu'on a bien compris que c'était une maladie, un trouble, que c'était pas en claquant des doigts qu'on s'en sortait et que c'était pas que c'était un problème systémique et sociétal. À ce moment-là, c'est beaucoup plus simple d'aller en parler à ses proches. C'est important d'en parler à ses proches parce que voilà, nos proches, ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans nos vies. Mais il faut déjà avoir pu lâcher un peu du lest et aussi savoir être prêt à entendre qu'on n'est pas forcément réellement recueilli, accueilli, entendu, sans que ça vienne nous braquer complètement. Donc voilà, une première étape, moi je trouve, c'est d'aller parler à des personnes qui sont spécialisées ou qui souffrent de ce problème-là dans des cercles de parole, et dans un deuxième temps, en parler à ses proches, un petit peu plus outillés ou un peu plus capables de prendre une réaction qui serait pas la réaction parfaite. Voilà. Ouais, c'est clair. Et est-ce que les groupes de parole, ça se trouve facilement parce que j'ai jamais... il y en a de plus en plus. Ouais, okay. Il y en a de plus en plus. Okay. Moi, ce que je recommande, c'est de passer par des associations qui parlent de troubles du comportement alimentaire. Souvent, elles ont des contacts de groupes de parole. On en trouve facilement sur Internet. Il y en a de plus en plus en visio également pour les personnes qui sont pas forcément sur les grosses villes. Et rien que ça fait du bien. Il y a de plus en plus de cercles de femmes qui aussi parlent des troubles du comportement alimentaire. Et pareil, il faut bien vérifier que ces cercles-là sont ce que l'on appelle safe. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire retomber la personne. Alors, en gros, voilà, les red flags, c'est si ces cercles de parole-là mettent en avant des régimes ou sont plutôt dans la restriction à la fois alimentaire ou cognitive, proposent des techniques imparables pour s'en sortir d'un coup avec un jeûne, avec voilà. Ça, à mon avis, c'est vraiment dangereux. Ça aggrave qu'autre chose. Voilà. Truc, quoi. Ça risque d'aggraver les choses. Donc, je pense que il y a plein de groupes très safe. Il faut juste vérifier, avoir des retours des personnes qui ont peut-être déjà participé, prendre contact avec la facilitatrice du groupe pour voir un petit peu quels sont dans quel paradigme on regarde le problème, par quel bout de la lorgnette, quoi. Faire attention à ça, c'est vraiment important pour pas empirer le problème et s'entraîner les unes les autres dans la chute. Est-ce que toi, tu t'en organisais des cercles de femmes ? Oui, j'en ai organisé. Je risque en tout cas, j'ai vraiment la volonté d'en organiser de nouveaux. Ça demande un petit peu de logistique, donc là, pour l'instant, j'étais en stand-by parce que je suis en cours de formation aussi par ailleurs. Mais une fois que ce sera bouclé, je reprendrai effectivement ces cercles. Et alors aussi, il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que quand on commence à s'adresser, alors c'est un anglicisme de dire s'adresser, mais quand on commence à parler de ces problèmes-là, de ces problématiques alimentaires, c'est un petit peu comme si on tirait sur le fil de la pelote et bien souvent les personnes sont assez étonnées parce que parfois dans un cercle de femmes, on va parler un petit peu d'alimentaire, mais ça va vite dériver sur plein d'autres choses en lien avec la vie des femmes ou des hommes s'ils sont présents. Qui parfois n'a pas tellement de rapport avec l'alimentation et les personnes sont un peu décontenancées. Donc on va parler beaucoup de confiance en soi, d'assertivité, de place
qu'on prend dans nos vies, de féminisme, de société patriarcale, de male gaze, enfin tous ces termes-là. Et parfois la personne dit c'est bizarre, en fait on a parlé de tout ça, ça me parle beaucoup, mais en même temps on n'a pas beaucoup parlé de nourriture. Mais parce qu'en fait le rapport à l'alimentation, c'est vraiment un révélateur, un symptôme de tout ce truc-là. Et si on va pas décortiquer tout ce truc-là systémique, en fait, ça sert à rien de parler seulement de la nourriture. Et voilà, je le précise parce que les personnes, parfois, quand elles vont dans des groupes de parole, elles reviennent en disant mais je comprends pas, on n'a pas du tout parlé de boulimie ou d'anorexie. Même parfois, les mots ne sont pas évoqués parce que en fait, c'est pas le fond du sujet. Mais évidemment, il faut pouvoir libérer la parole entièrement et aussi sur le trouble, le symptôme et sur comment il est un peu tentaculaire dans la vie, à quoi il ressemble, ce que les stratégies qu'on met en place. Ça fait du bien parfois aussi de lâcher la honte qui est vraiment féminine. Moi, je sais que il y a des moments ça a été libérateur pour moi et pour des femmes que j'ai accompagnées aussi de dire bah voilà, tel jour j'ai fait ça, j'ai caché, je sais pas moi, toutes les paquets de gâteaux que j'avais de mes enfants par exemple, que j'avais tout bouffé dans leur placard et j'ai tout caché et j'ai fait un gros mensonge parce que j'avais pas de goûter pour eux par exemple. Bah en fait cette culpabilité là, ça fait du bien de pouvoir la lâcher, de la déposer quelque part dans un endroit safe où on va pas être jugé. Et voilà, donc c'est cette partie-là qu'il va falloir entendre et en même temps savoir que c'est que un symptôme ce truc-là. C'est plus ce qu'il va falloir déconstruire, c'est plus global que ça. Ok, ouais. Trop intéressant. Trop bien, et j'espère que ça encouragera le maximum de personnes à aller en parler déjà dans un cercle de parole ou de femmes. C'est génial et j'espère les tiens bientôt. Ensuite, est-ce que tu trouves un rapport avec l'enfance, l'adolescence et les TCA qui peuvent se déclencher plus tard? Est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Est-ce que c'est souvent le cas ou... Voilà, je voulais voir un peu si dans l'enfance il y avait des choses à creuser. Alors oui, de toute façon, n'importe quel. Alors du coup, ça c'est un travail à faire avec un psychologue ou un psychothérapeute formé sur ces sujets-là, hyper important. Parce qu'en naturopathie, on va beaucoup parler de choses en lien avec le psychisme, mais on n'est pas des professionnels de la psychologie, donc c'est important d'avoir une équipe pluridisciplinaire là-dessus. Et de voir un naturopathe soit, mais d'avoir d'autres membres de l'équipe pour se soigner. Et le psychologue est vraiment très important là-dedans. Et c'est pas contradictoire du tout avec un suivi naturo ou même diététique. Alors, on retrouve dans les troubles du comportement alimentaire et dans l'anxiété alimentaire, mais c'est pour ça que c'est très très étendu sur les femmes. Ben en fait on est quand même socialisé très rapidement et dans notre corps de femme, on est très rapidement sexualisé, on est très rapidement mise dans une sorte de normes corporelles, parce que bon, ça va, on parle d'alimentation mais ça va souvent avec le corps hein, et le regard extérieur. On a besoin de cette validation extérieure de manière prépondérante, surtout à l'adolescence, parce qu'il y a ce système de un peu de groupe, de pression des pairs autour de soi sur pour se sentir validé, pour se sentir rassuré, pour se sentir en sécurité, on a besoin d'avoir ce côté un peu grégaire, et donc le groupe peut être à la fois très libérateur ou très enfermant selon le groupe dans lequel on va se situer. Donc effectivement, il y a des zones de fragilité qui peuvent se créer dans l'enfance ou dans l'adolescence, et c'est très très fréquent. Tout en sachant qu'en plus le rapport à l'alimentation, c'est symboliquement ce que j'accepte ou ce que je rejette du monde. Et puis l'enfant aussi perçoit que ça peut être une façon de garder un peu de contrôle sur des choses qu'il ne contrôle pas. La plupart des enfants n'ont pas beaucoup de contrôle sur leur vie, les prises de décision. Donc il y a encore parfois quand ils expérimentent le contrôle ou les rapports de force avec les parents, l'alimentation c'est un bon lieu
pour expérimenter tout ça. Mais parfois, dans la façon d'être parent, dans la façon de, on peut, par exemple, le chantage alimentaire, ça, on peut le faire. Moi, en tant que maman, il y a pas mal de choses que j'ai pu déconstruire pour éviter. Alors, je sais pas si ça évitera réellement tous les risques pour mes enfants, mais il y a des choses que j'essaye au maximum d'éviter. Le chantage alimentaire, le chantage au dessert. Si tu manges bien ton assiette, tu auras un dessert. Si t'es pas sage, t'as pas à manger, ou t'as pas le bonbon, je sais pas quoi, enfin voilà, des choses comme ça. Le surremplissage, c'est-à-dire que si mon enfant dit j'ai plus faim, bah accepter qu'il n'ait plus faim et pas forcer, parce que là on perd en fait l'enfant naturellement il sait repérer quand est-ce qu'il a faim, quand est-ce qu'il n'a plus faim. Et si on commence à dire non, tu termines ton assiette, point barre, en fait l'enfant il apprend à nier ses sensations. Et à l'âge adulte, en fait, on remet des semaines et des mois à réapprendre aux gens à savoir quand ils ont faim ou pas faim, par exemple, un truc tout bête qu'on sait intuitivement quand on est enfant, mais on nous a tellement appris que si tu termines pas ton assiette, t'as pas de dessert, ou si tu fais pas, par exemple, tu finis pas ton assiette, ça va pas faire plaisir à mamie qui a quand même cuisiné, et donc on commence à relier l'amour à la nourriture. On réconforte souvent l'enfant qui a une crise. Bon, mais même moi parfois j'ai encore des réflexes. Je vois mes enfants parfois ils rentrent de l'école pas très bien. Je sens qu'il y a un peu des émotions et tout. Et puis parfois pour me faciliter les choses, je dis allez, on va se remonter le moral, on va se faire un petit goûter. Puis après je me dis mais non, surtout pas. Pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi je suis en train d'associer l'enfant? Il a certainement besoin d'exprimer quelque chose émotionnellement, de mettre des mots dessus. Et moi au lieu de lui dire bah vas-y parle-moi, dis-moi, bah je lui dis allez me parle pas, sois silencieux et puis mange. Voilà, bon il y a des trucs comme ça qu'il faut déconstruire et c'est pas évident parce qu'on a des réflexes, on a appris soi-même par notre éducation. Donc voilà, il y a plein de choses qu'il faut revisiter, et comme c'est des moments de construction, l'enfance, l'adolescence, de construction narcissique, de toutes ces théories aussi du lien, de l'attachement, etc. Il y a plein de moments où ça s'imbrique et où il y a des petits malentendus. C'est pour ça que c'est important de toujours axer sur la communication avec ses enfants et avec ses parents, au maximum dire les choses, savoir dire tout, savoir tout entendre aussi, même quand ça fait pas plaisir. Savoir recevoir la parole de l'autre en communication non violente, voilà. Je trouve que c'est fondamental et qu'on s'éviterait beaucoup de sujets si déjà dès l'enfance on apprenait à nos enfants, et nous en tant que parents aussi, à être dans ce rapport-là de communication et de gestion émotionnelle ou de régulation émotionnelle qui ne passe pas forcément par de la validation extérieure. Ça vaut pour même des trucs tout bêtes. Moi je sais que je suis un peu énervante avec mes enfants parce que souvent ils font des dessins et ils me disent maman est-ce que c'est joli, qu'est-ce que t'en penses, et évidemment que j'ai envie de leur dire bah, c'est super, etc., mais souvent je leur dis mais c'est pas important ce que j'en pense, qu'est-ce que toi tu en penses, est-ce que t'es fière de toi, est-ce que bah c'est super, bah c'est le plus important. Alors après souvent je peux pas m'empêcher parfois de dire c'est trop beau, c'est super, etc., parce que je suis une maman et que voilà mon cœur voilà, mais en même temps je leur dis c'est pas ça le plus important c'est que toi à l'intérieur de toi ce soit juste pour toi et que tu sois fière de l'effort accompli, et que tu pareil sur je vois fait très rapidement quand l'enfant il rentre à l'école, il y a ce truc de je veux être habillée dans telle couleur, je veux avoir une jupe comme ça, je veux les filles c'est comme ça, les garçons c'est comme ça, et ça rentre très vite dans des cases alors qu'on a essayé de faire tout pour que l'enfant soit le plus libre possible, et c'est difficile, et bon voilà, et il faut accompagner ce truc là le plus donner moi je donne beaucoup le conseil de donner à voir de la diversité dans les albums jeunesse qu'on choisit pour ses enfants, essayer de détecter les trucs problématiques dans les albums qui sont encore avec toujours les trucs hyper genrés, les filles c'est comme ça, les garçons c'est comme ça, la petite fille elle est souvent toute sage comme une image, le garçon il est super bagarreur et tout le monde le valorise comme ça. Voilà, la petite fille elle est beaucoup à la maison et puis elle fait sa petite tambouille dans la cuisine et puis elle prend soin de tout le monde, et puis le garçon lui il va faire des grandes aventures. Bon bah tous ces trucs là c'est quand même à désactiver un petit peu pour permettre aux humains, filles comme garçons, à l'âge adulte, d'être plus libres dans leur rapport au monde et à leur corps et à leur vie, et de se permettre plus de choses. C'est trop J'ai complètement, je suis partie dans tous les sens. Je suis désolée, c'était pas du tout. Franchement, c'est trop bien.
C'est trop bien, j'adore, c'est passionnant, je trouve, et c'est des choses qui sont tellement ancrées depuis des années, ces petites phrases, genre, bah oui, il faut finir son assiette, il faut pas gaspiller. Moi-même, je me reconnais complètement dans ça, où j'ai vachement été habituée, surtout avec ma maman qui me disait, non, ça va, il reste 2 fourchettes, tu vas pas laisser ça dans l'assiette. Et elle-même, elle continue à le faire pour elle maintenant à son âge. Et moi, en me mettant avec mon chéri, du coup, il y a presque 10 ans, quand on s'est mis ensemble et que je finissais mes assiettes alors que je lui disais, oh, j'en peux plus. Et il me disait, mais pourquoi tu termines? Je comprends pas, tu vas te rendre malade, tu vas regretter après, mais tu veux terminer ton assiette. Bah oui, mais pareil, donc je lui disais ce qu'elle me disait, je vais pas laisser ça. Bah si, en fait, tu vas laisser ça si tu n'as plus faim. Et donc c'est fou, quoi, d'à l'âge adulte après, comment on est obligé de tout redéconstruire le truc. Ouais. Mais en plus, on a des sortes de règles alimentaires qui sont contre-productives. Par exemple, ce truc de finir son assiette et de pas se resservir. Et ben moi, je dis c'est tout à fait le contraire. En fait, avec mes enfants, on prend pas beaucoup dans l'assiette au départ. On pourra se resservir, mais au moins on fait pas de gâchis. Parce que si je me sers trop de mon assiette et qu'en même temps je dis à mon enfant, bah tu peux ne pas finir parce que dès que t'as plus faim, c'est ok pour toi c'est ok pour moi que tu arrêtes de manger et ça doit être une règle pour toi d'entendre ta faim et de la respecter. Mais du coup, si c'est beaucoup trop servi, bah effectivement, ça va être du gâchis, à moins de refaire des Tupperware de restes de machin de trucs, ce qu'on peut faire aussi, mais voilà, c'est toujours un peu plus complexe. Et ben moi, en fait, c'est un peu le contraire. C'est on en prend un petit peu et on a le droit de se resservir autant de fois qu'on a besoin. Souvent, je fais des assiettes aussi un peu buffet à mes enfants sur la table et ils se picorent un petit peu. Alors évidemment, comme toute maman, je veille à ce qu'ils ne mangent pas que du pain et du fromage et qu'ils aient goûté un peu les légumes, etc. Puisqu'en plus on passe un peu tous les parents là par cette phase où notre enfant est en mode néophobie et il veut plus rien tester qu'il ne connaît pas ou qui a une couleur verte ou voilà. Bon, on passe par ces phases-là. Donc il faut essayer de dédramatiser le truc et puis passer par des jeux, etc. Mais moi je vais pas forcer par exemple mon enfant à finir absolument tous les haricots verts qu'il y a dans son assiette, coûte que coûte. Parce que je lui dis voilà, on mange un peu de tout pour être en bonne santé, mais il faut avoir confiance en son corps. Et moi, depuis, par exemple, dans mon alimentation, depuis que je fais confiance à mon corps et depuis que je me suis lâché la grappe sur ce que je dois manger et que je me dis qu'est-ce que j'ai besoin de manger, qu'est-ce que je veux manger, ben en fait, mon corps me dit très très bien qu'il veut très régulièrement manger des légumes. Mon corps le sait que c'est bon pour lui et je les mange avec plaisir. Et je me rappelle d'années et d'années de régime où je m'enfournais des quantités de haricots verts ou de poireaux ou de machin sans aucun plaisir, en mode remplissage, limite crise de boulimie sur des trucs parce que je m'étais interdit de manger du riz ou je sais pas quoi et je me gavais d'un truc qui ne me nourrissait pas en fait, qui me remplissait mais qui ne me nourrissait pas. Et je pense que j'ai fait plus de mal à mon corps et à ma tête en me forçant à faire ça plutôt qu'en me disant bah alors t'as envie de pain et de fromage, vas-y, et puis tu vas manger aussi des haricots verts parce qu'en fait ton corps te le demande et que ça te fait du bien. Et sans devoir m'infliger le saladier entier de la salade verte ou voilà. Et j'ai redécouvert notamment le goût des légumes et le goût du légume quand on a envie de manger du légume est incroyable. Et je pense que beaucoup de gens détestent les légumes parce qu'ils ont été forcés pendant des années et des années à en manger à outrance. Et que du coup, à l'âge adulte, dès qu'ils veulent récupérer un petit peu de liberté, le premier truc qu'ils font, c'est d'arrêter de manger des légumes parce que je vais être un peu grossière, mais souvent parce que c'est souvent la phrase qui revient dans la bouche des personnes que j'accompagne. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs et puis maintenant je suis adulte, alors fais chier, je fais ce que je veux et je vais bouffer mon truc en mode malbouffe. Et c'est souvent c'est un peu comme si moi parfois j'ai l'impression d'entendre presque un adolescent. J'ai des personnes de 50 ans qui viennent me voir et j'entends c'est mon choix, c'est moi qui décide, c'est mon corps, je mettrai ce que je veux dedans. Et d'ailleurs c'est assez fréquent que en sortant des injonctions alimentaires ou des régimes ou de se manger parfaitement, on a souvent une phase, et moi je l'ai eu assez longuement, une phase un peu ce que j'appelle la phase roue libre, c'est-à-dire que d'un seul coup je me lâche la grappe sur tout ce que je suis censée manger et je mange exactement ce que je veux et pendant quelques temps je mange en mode junk food. Ça m'est arrivé et ça arrive aux personnes que j'accompagne parce qu'il y a un moment où
il y a tellement ras-le-bol de toutes ces règles-là qu'on fait un peu une crise d'adolescence et on envoie tout péter et on mange tout ce qu'on s'est interdit pendant des années de manger. Et en fait, au bout d'un moment, quand on refait confiance à son corps et qu'on sort de cette angoisse-là permanente de manquer des aliments qu'on voudrait manger, donc le chocolat, les burgers, les frites, les machins, les trucs, et qu'on les a eu à profusion, bah au bout d'un moment, le système nerveux se calme et dit bon, en fin de compte, c'est pas quelque chose dont je vais manquer, il y en a. J'ai pas tant besoin d'en manger que ça. Et d'ailleurs, j'ai besoin de manger plus de légumes, de fruits, de machins, de trucs, et ça se rééquilibre. Alors c'est vrai que c'est une phase un peu qui peut faire peur et où il faut être quand même accompagné parce que on peut rapidement rebasculer dans un trouble du comportement alimentaire pour lutter contre cette phase un peu roue libre. Donc voilà, être accompagné d'un psy, d'un diététicien, d'un naturopathe formé sur ces questions-là. Mais voilà, parfois il y a cette phase-là et ça a beaucoup, en tout cas quand les personnes m'en parlent, ça parle beaucoup de leur enfance, ça parle beaucoup de leur adolescence, ça parle beaucoup des injonctions sociétales, ça parle beaucoup des règles alimentaires à la maison quand ils étaient enfants. Voilà, donc en fait, effectivement, c'est tout imbriqué avec l'enfance et l'adolescence, enfin voilà, la vie de la construction de l'être, quoi, de l'adulte. C'est incroyable l'impact que peuvent avoir aussi les parents au final sur ça, quoi. Donc mais bon, voilà, c'est hyper important de savoir qu'on a un impact. C'est hyper important aussi de pas culpabiliser sur des trucs qu'on n'arrive pas à faire parfaitement, parce que c'est encore un truc où les parents stressent énormément. Ah, j'ai mal fait. Ah, mon enfant mange pas de tout, donc j'ai merdé dans la diversification. Ah, enfin voilà, on fait ce qu'on peut. On essaye déjà. On est une génération quand même très informée, et je vois toutes les personnes que je reçois font leur maximum, franchement, elles font le job, elles cherchent les meilleurs trucs pour leurs enfants, etc. Parfois on peut pas faire plus et on nous demande tellement, alors que ça pourrait être plus simple. Il faut se lâcher la grappe et moi je me lâche beaucoup plus la grappe, c'est-à-dire que il y a des soirées pizza maintenant chez moi, alors que c'était impossible avant. Il y a des frites au four très régulièrement également. Enfin il y a des trucs, il y a des coquillettes beurre très régulièrement aussi. Je me suis lâché la grappe sur l'alimentation parfaite pour mes enfants aussi, parce que je veux pas qu'ils intègrent non plus des injonctions, et puis je veux pas qu'ils voient une mère hyper angoissée vis-à-vis de leur repas, parce que ça s'intègre. Ouais, c'est clair. Et puis je me dis aussi de voir que du parfait chez soi. Quand t'es invité chez les copains et les copines à côté, tu te jettes sur les trucs qui sont interdits à ta maison aussi. Donc, j'imagine. Oui. Ouais, intéressant. Et puisque là, on est en train de discuter de ce sujet avec parents-enfants, est-ce que on peut aborder le sujet de la maternité oui. Quand, par exemple, on a des TCA, l'impact, je sais pas, en fait, je voulais aborder ce sujet par rapport à plein de femmes. C'est pas spécialement mon cas, qui se disent, j'ai des TCA où ça va mieux, mais quand je vais tomber enceinte, de voir mon corps changer, reprendre du poids, etc. J'ai peur et du coup la maternité, je sais pas trop, parce que j'ai très peur de ça. Donc voilà, je voulais qu'on en parle sur ça parce que je trouvais ça très intéressant. Alors c'est vrai que la maternité, le désir d'enfant, le postpartum, c'est des zones à risque. Parce qu'il y a des grands chamboulements, à la fois un corps qui change, des hormones aussi qui sont plus du tout dans les mêmes proportions. Donc on se ressent différemment, on vit le monde différemment vis-à-vis avec ces hormones-là. Le rapport à un petit être vulnérable qu'on va parfois nourrir, soit au sein, soit au biberon. Mais voilà, on va être dans ce truc de nourrissage qui ramène à plein de choses en lien avec son propre lien à l'alimentation. Alors, il y a plein de cas de figure. Parfois, la grossesse va être, un déclic. Moi, par exemple, dans mon cas, ça a été un des déclics pour me sortir des TCA, parce que je me suis rendu compte une fois que j'étais enceinte que d'un seul coup, par amour et par soin pour mon enfant, je voulais pas lui faire de mal, donc je mangeais bien et je me suis interdite, par exemple, de me faire vomir ou de jeûner ou de faire du sport à outrance. Alors j'étais encore bien dans mes troubles pour ma première grossesse, donc il y a plein de choses que j'ai
enfin, a posteriori, je me suis rendu compte qu'il y a encore plein de choses qui étaient problématiques, notamment je marchais des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres par jour pour essayer de compenser la prise de poids. Mais voilà, ça a été quand même un moment où j'ai accepté de voir mon corps changer. Ça a été beaucoup plus difficile en postpartum parce que d'un seul coup là, j'avais plus l'excuse d'être enceinte. Et on m'avait dit en plus que si j'allaitais, j'allais perdre tous mes kilos de grossesse. Et en fin de compte, j'ai pris beaucoup de poids pendant mon allaitement et mon postpartum. Et du coup, ce qui arrive aussi fréquemment, en fin de compte, on nous en parle pas tellement, mais ça arrive aussi. Et là, pour le coup, j'avais plus d'excuses d'être enceinte, donc j'ai hyper mal vécu, ça a été très difficile. Et après, bon, je le savais que mon corps fonctionnait comme ça, et ça a été le cas à tous mes postpartum et tous mes allaitements. J'ai très faim, je mange plus, je prends un peu plus de réserve que je n'en ai pris pendant les grossesses. Mais ça, c'est mon fonctionnement individuel, et voilà, une autre femme va pas avoir ce fonctionnement-là. Mais en tout cas, psychiquement, c'était compliqué. Moi, là où j'ai vraiment donc il y a des femmes, voilà, juste pour revenir sur les choses un peu plus générales, il y a des femmes qui vont être un peu libérées de ce TCA-là pendant leur grossesse, d'autres chez qui ça va prendre une grosse ampleur parce qu'elles vont essayer de maîtriser au maximum la prise de poids notamment. Donc ça, c'est hyper important d'être accompagnée pendant cette phase-là. C'est hyper important, je trouve, d'en avoir déjà parlé et d'avoir commencé un processus avant d'être enceinte, parce que une fois qu'on est dedans, c'est compliqué de ça ne s'arrête pas, donc c'est difficile psychiquement de s'en sortir, surtout les premiers mois où on n'a pas encore le ventre de la femme enceinte, mais on sent que ça tire dans tous les sens, qu'on commence à grossir, que qu'on est parfois mal ou malade carrément. Enfin voilà, bon, il y a plein de choses qui font que le rapport au corps peut être compliqué, le rapport au fait qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a une sorte de petite alien à l'intérieur de son corps qui n'est pas soi, qui change tout de notre vie, du tout au tout, quoi, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, de notre énergie, de nos projets, enfin voilà. Ça, psychiquement, ça peut être difficile, et ça peut avoir un impact quand on a l'impression, souvent les personnes qui ont des TCA, elles se rassurent, donc il y a souvent une base d'anxiété, et on a divers procédés pour gérer l'anxiété, et les personnes qui ont des TCA, en général, elles gèrent leur anxiété en contrôlant la nourriture ou en contrôlant leur corps. Et cette partie de la grossesse là, en fait, c'est un moment où on a plein d'angoisses, on en a pour soi, on en a pour un petit être en plus, donc grosse angoisse qui monte, et en même temps on peut beaucoup moins contrôler ce qu'on contrôlait avant. Donc c'est vrai que c'est des choses, c'est important, si on se sent un petit peu fragile de ce côté-là, d'être vraiment bien entouré. Voilà, je le répète un peu en boucle, mais pour moi ça me paraît évident, il faut être accompagné dans ces moments-là. Et moi, dans mon processus personnel, j'avais l'impression de m'être sortie des troubles du comportement alimentaire, et en fin de compte, je me suis rendu compte que pas du tout, parce que lors de ma deuxième grossesse, j'ai appris que j'attendais une fille. Et la première pensée que j'ai eue dans ma tête, et c'était un peu inconscient, mais je m'en suis rendu compte après dans le processus, dans le travail psychologique, mais de savoir que c'était une fille, j'ai eu tout de suite une petite angoisse à me dire, punaise, j'espère qu'elle sera fine, et j'espère que elle aura pas de problème d'alimentation, ni de poids, ni rien. J'espère que sa vie sera moins galère que la mienne, parce que moi j'ai quand même beaucoup de problèmes de fluctuation de poids à l'adolescence, et j'ai quand même été très au lycée traitée de grosse, de machin et tout, donc ça a été violent. Et du coup, d'un seul coup, ça a été le premier truc, au lieu de me dire j'espère que mon petit bébé sera en bonne santé, j'espère qu'elle sera super heureuse, j'espère que voilà tout ce que je pouvais espérer, un peu comme la petite fée au-dessus du berceau du bébé, c'était comme si j'étais la petite fée qui d'un seul coup ne pensait que j'espère qu'elle va rentrer dans les cases, j'espère qu'elle aura un corps comme il faut, j'espère qu'elle aura pas de problème de nourriture. Et je me suis pas rendu compte à quel point toutes ces angoisses-là étaient déconnantes. Elles sont pas déconnantes dans la société dans laquelle on vit, mais en fait pour la libération des âmes, elle est déconnante, quoi. Et pour le futur bonheur de son enfant, elle est carrément déconnante. Mais bon, j'avais ces pensées-là, et en fait j'ai encore été très dans la restriction, même si je mangeais de manière très saine, donc dans une sorte d'orthorexie où je mangeais exactement tout ce dont mon bébé avait besoin pour bien se développer, tout en contrôlant et en faisant beaucoup d'exercices physiques, etc., pour pas trop grossir. Même si j'avais l'impression de plus être dans un trouble du comportement alimentaire, parce qu'effectivement j'avais plus de pulsions, de prise de grosses phases de nourriture, j'avais pas de vomissements, donc j'avais l'impression de manger, je pouvais de nouveau manger avec des proches au restaurant, donc j'avais l'impression que ça allait.
Et puis en fait, ma petite fille, quand elle est née, elle a eu pas mal de soucis. Alors elle a eu un reflux gastro-œsophagien non diagnostiqué. On est passé complètement à côté. J'avais un bébé qui pleurait beaucoup. Je voyais 10 000 médecins, 10 000 pédiatres. Parce que je voyais bien qu'elle était très différente de son frère. Et puis c'était un tout petit gabarit. Puis elle tétait pas trop. Enfin voilà, c'était compliqué, très compliqué. J'essayais de la passer au biberon, elle voulait pas. Et puis à un moment donné, j'ai été alertée par la pédiatre quand elle avait à peu près 5 mois de ça va pas du tout. En fait, sa courbe de croissance, ça va pas du tout. Donc là, prise en urgence à Necker pour essayer de comprendre ce qui se passait avec tout le on essaie de comprendre si elle a une tumeur cérébrale, si elle a une maladie génétique. Donc on fait tous les tests de mucoviscidose, de machin, tous les syndromes, les IRM, les trucs, donc grosse angoisse. Et puis à la fin, quand on a un peu éliminé toutes les causes graves, à la fin on me dit votre fille elle a un trouble de l'oralité. Alors ça a pu être déclenché par le reflux gastro-œsophagien non diagnostiqué, parce que comme elle avait mal à chaque fois qu'elle mangeait, eh bien elle associait nourriture à douleur, donc elle avait pas envie d'y aller clairement. Ce qui était logique. Et moi, en fait, à ce moment-là, avant qu'on mette un peu le doigt là-dessus et que je voyais juste mon bébé qui grossissait pas, qui voulait pas manger, avant tout ce processus-là, je devais aller régulièrement à la PMI pour la faire peser, pour la peser tous les jours ou tous les 2 jours. Et elle ne grossissait pas, et moi je m'effondrais parce que je passais ma vie à l'allaiter ou à essayer de lui donner un biberon qu'elle ne voulait pas prendre et d'essayer 10 000 laits, etc. Enfin bon, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, et donc je m'effondrais. Et en fait, à un moment donné, à la PMI, ils m'ont dit on va vous proposer un soutien psychologique pour pouvoir mieux accompagner votre enfant. Et en fait, dans ce soutien psychologique-là, très rapidement est arrivé le truc de en fait, je culpabilise énormément parce que j'ai eu cette première pensée-là, j'espère que ma fille sera fine. Alors que j'aurais dû normalement me dire j'espère que mon enfant sera en bonne santé. Comme si j'avais un peu priorisé, mais un peu comme je l'ai fait pour moi avant, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où je préférais être en mauvaise santé mais fine. Je préférais m'abîmer les dents en vomissant, avoir potentiellement des risques. Je m'en foutais, je me rappelle très bien, je me disais je préfère être morte que grosse. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et forcément, c'est pas du tout ce que je voulais pour mon enfant, mais il y avait un truc de cet ordre-là. Ma première volonté pour mon enfant, c'était qu'elle rentre dans la case et qu'elle souffre pas de se sentir pas validée par l'extérieur. Qu'elle se sente grosse, pas comme il faut. Voilà, donc et j'ai énormément culpabilisé parce que je me suis dit j'ai dû, en plus en étant dans ma restriction pendant toute ma grossesse, j'ai dû transmettre un truc et ma fille ne veut pas manger. Bon, après, j'ai dû culpabiliser parce que on m'a expliqué que c'était un reflux, etc. Mais ça a mis beaucoup de temps. Tu peux pas t'empêcher de penser à ça, donc ouais. Je comprends. Et en fait, c'est le moment où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais sortie des gros troubles du comportement alimentaire. J'étais plus anorexique, j'étais plus boulimique, mais j'avais quand même encore un sérieux souci avec la nourriture, avec le corps, avec le rapport au regard des autres, avec la validation externe, avec tout ça, et avec aussi ce que je transmettais à mes enfants. Donc voilà. Donc la maternité, c'est vraiment une phase de gros chamboulement psychique. À ta 3e grossesse, t'as senti une évolution par rapport à ça? Ouais. Alors ma 3e grossesse a été beaucoup plus dans le lâcher prise, mais sain. Enfin, je mangeais sainement, mais je me faisais plaisir. Je lâchais prise sur les kilos. Enfin, c'était vraiment une bonne grossesse agréable. Vraiment, j'étais bien. Et grâce à tout ce travail-là fait avec ma 2e. Et en même temps, quand ma fille est née, elle a eu les mêmes soucis que sa sœur. Donc là, on a pu... j'ai eu le même problème de voir des médecins. Et puis au bout d'un moment, je leur dis, écoutez, moi j'ai déjà rencontré ce problème-là. Est-ce qu'on pourrait tenter quelque chose contre le reflux? Parce que potentiellement c'est ça, même si je sais qu'il n'y a pas de signe extérieur, je sais qu'elle régurgite pas, je sais que blablabla, qu'elle a pas de sang... mais peut-être qu'elle a une douleur quand même, est-ce qu'on peut tenter? Et j'ai dû insister. Je pense que j'ai réussi à avoir le truc parce que c'était mon 3e enfant et que j'insistais fort de manière assez sûre de moi. Enfin, en tout cas, sûre de moi de vouloir essayer. Pas sûre de moi que c'était ça, mais sûre de moi que je voulais essayer. Ouais. On a tenté, puis au bout de 10 jours, le traitement a super bien fonctionné. Mon bébé s'est mis à ouvrir les yeux, être bien, arrêter de pleurer et téter normalement. Donc voilà. Donc on a été sous traitement, enfin elle a été sous traitement quand même assez longtemps. Et en fait, j'ai eu le bébé un peu contraire, c'est-à-dire le petit bébé goulu. Et le petit bébé tout rond, tout emplumé de partout, potelé. Et c'est encore un petit bébé potelé, elle a 3 ans, elle est potelée. Et j'étais super contente de pas avoir un bébé qui galère à manger,
et qui est en bonne santé, et à chaque fois que je vais avoir un pédiatre, bon bah pas de souci, courbe de croissance parfaite, machin et tout. Et en même temps, j'ai eu aussi des petites phrases de « Ah punaise, j'espère qu'elle va pas être grosse ». Et je me rendais compte que j'avais encore un truc à déconstruire en fait. J'étais encore à avoir peur, à avoir des petites pensées. Voilà, je le dis vraiment parce que en y pensant, j'ai encore honte. Je sens que j'ai de la honte d'avoir pensé ça. Mais maintenant, ma volonté, c'est vraiment d'en parler le plus librement possible pour que les femmes qui ressentent la même honte se disent que c'est que voilà, qu'on peut travailler là-dessus et qu'on peut aussi, on peut lâcher la honte là-dessus aussi parce que encore une fois, c'est pas nous le problème, c'est la société dans laquelle on est et c'est quelque part normal qu'une maman ait envie que son enfant ne souffre pas de ce que la société va lui renvoyer. Alors maintenant, je suis plutôt à me dire, il faut que je blinde mes enfants pour que ils en aient rien à foutre. Je suis désolée, je le dis de manière brutale et vulgaire parce que c'est vraiment ça que j'ai. C'est pas, je veux plus sortir je veux sortir de la petite case polie. Qui invite tout le temps les femmes à être polies, normées, polissées, etc. Et parfois, en fait, moi je ressens une colère et j'ai besoin d'utiliser des mots un peu plus vulgaires pour que mes enfants, je le dis pas en leur présence, mais en tout cas c'est ça que je veux qu'ils ressentent, c'est que mes filles et mon fils soient suffisamment sûrs d'eux pour ne pas avoir à attendre une validation extérieure et que quelle que soit leur forme, quel que soit leur corps, quelles que soient leurs idées, quelles que soient leurs envies, etc. Ils se mettent pas des bâtons dans les roues à eux-mêmes en se disant bah non c'est pas correct et donc je vais taire ce truc-là et je vais m'auto-amputer d'une partie de moi parce que la société va pas m'accepter telle que je suis. Donc voilà, maintenant j'ai changé mon regard va se poser sur comment je renforce la confiance de mes enfants en eux pour que ça glisse sur eux une fois que la société essaiera, parce qu'elle continuera d'essayer évidemment, de leur dire qu'ils sont pas suffisamment bien, de leur dire qu'il faut être plus mince ou plus musclé ou plus machin ou plus blond ou plus brun ou plus peu importe, et que mon enfant s'il a envie d'avoir les cheveux rouges et je sais pas, bref, peu importe, qu'il soit ok avec ça et qu'il dise bon c'est mon choix et ce que m'impose la société a moins de prise sur moi maintenant. Carrément, trop bien. Et je trouve que quand tu reparlais que finalement tu ressentais que c'était encore un petit peu problématique avec les TCA, je trouve que ce truc on a l'impression que c'est passé, qu'on s'est fait accompagner dessus, et quand il y a un truc qui revient par-dessus, je trouve que c'est le plus compliqué à gérer parce que tu ressens une genre de déception, une honte, alors que moi je trouve que quand j'ai eu ce truc où c'est revenu, ça a été vraiment, je me suis déçue et je pensais vraiment que j'en avais terminé avec ce genre de truc, quoi. Donc mais au final quand j'y repense, je me dis au final c'était toujours à l'intérieur de moi, puisque même dans mon métier, tu vois, à Paris en tant que coach et prof de yoga, souvent je me disais quand même il faut que je fasse attention parce que t'es coach et on va te regarder, une coach ça doit avoir les abdos dessinés, ça doit être comme ci et comme ça, mais sinon les gens ils viendront plus à tes cours parce que ils diront c'est quoi cette coach en carton qui a du poids en plus, tu vois. Et au final quand je repense, c'était pas du tout derrière moi, c'était toujours là avec des pensées ridicules, voilà, c'est en rapport avec ça. Donc ça je trouve que le revers de la médaille, il est, je sais pas si on peut dire cette expression pour ça. En tout cas, c'est hyper dur à gérer. Mais on y reviendra après, du coup, dessus. Ouais, avec plaisir. Je voulais juste qu'on discute de ta façon d'accompagner les femmes qui viennent vers toi et qui ont besoin d'être accompagnées, suivies. Comment ça se passe, en tout cas, si moi je viens te voir et je te dis, voilà, je fais telle crise, comment tu me prends en charge, quoi? Alors en naturopathie c'est individuel, donc je peux pas te donner une réponse pure et dure. En fait je pars de la personne et je vois par où elle veut, par où c'est plus simple pour elle d'accéder. Donc parfois ça va être en règle générale, pour faire un état un peu global des choses que j'aborde avec les personnes, c'est effectivement toute cette partie de déconstruction des pensées et
et de ressenti des émotions, validation des émotions qu'on peut ressentir, prise de conscience de tout ce que la société met comme pression, parce que souvent on a besoin d'avoir cette prise de conscience là pour pouvoir s'en détacher. Évidemment, en tant que naturo, je vais par exemple proposer à la personne pour que elle sorte de cette de ce mode carence, de ce mode manque, parce qu'en fait le cerveau, quand on lui interdit, même sciemment, consciemment, un aliment ou un type d'aliment parce que on a appris que c'était grossissant ou peu importe, ce qu'il va entendre, c'est pas qu'il a pas le droit ou qu'il peut pas, c'est que ça manque. Et donc il va se mettre en mode, pour notre survie, se mettre en mode obsession de cet aliment-là. Et c'est bien souvent pour ça que quand on s'interdit par exemple du chocolat, les quelques fois où on lâche un petit peu et que notre système nerveux relâche, notre système nerveux de survie va prendre le relais et va nous faire boulotter toute la tablette de chocolat. Parce que on pense le système nerveux de la survie, il va pas entendre le truc de je m'impose de ne pas en manger, il va entendre j'en manque, et manque égale potentiellement mort, donc il faut le bouffer. Ouais. Donc voilà. Donc j'apprends aux personnes à comprendre comment leur système nerveux fonctionne, comment on sort de cette restriction à la fois alimentaire et cognitive, de cet état d'esprit du manque, comment on rentre dans un truc d'abondance qui rassure l'organisme, qui va rassurer le système nerveux, qui va rassurer le corps, qui va rassurer le psychisme, de dire j'ai accès, c'est abondant, je peux en avoir quand je veux, donc c'est pas je me l'autorise. J'apprends aux personnes aussi à se réautoriser petit à petit des aliments qu'elles s'étaient interdits. Alors au départ c'est au moment les moins sensibles, par exemple de leur journée. Donc je vais dire par exemple quel est le moment le moins sensible, celui où vous avez l'impression d'être plus tranquille, ou moins en crise potentiellement de boulimie, de fatigue, etc. Donc les personnes qui me disent c'est le midi parce que j'ai le boulot, j'ai les collègues, je peux plus facilement. Alors le morceau de chocolat, vous allez vous l'autoriser tous les midis pour commencer à reconnecter avec cet aliment en vous disant, pour pouvoir comprendre qu'il n'est plus interdit, qu'il est autorisé, que vous allez l'avoir en abondance si vous en avez envie, que en même temps ça va pas vous faire peur parce que vous n'êtes pas dans une phase de fatigue ou quoi, où vous allez tomber dans la pulsion alimentaire la compulsion qui boulotte tout. Et petit à petit, on choisit ensemble, ça va dépendre vraiment des personnes en fait ça. Donc je leur fais souvent faire un listing des aliments pour elles interdits et on réintègre petit à petit avec un peu des garde-fous pour pas être trop stressé. Je leur dis aussi de rajouter des aliments en plus dans leur alimentation pour sortir de ce truc de manque. En fait, on va mettre des choses en plus. On va s'autoriser tous les aliments. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On travaille sur le microbiote aussi, qui a un gros impact sur la façon dont on digère, sur les hormones dans notre corps, sur nos émotions également. Donc, et le rapport à l'alimentation. Donc ça, on travaille dessus. Sur l'exercice physique, comment on le réintègre dans sa vie pour faire peut-être pour la première fois de sa vie un exercice physique qui est pas lié à de la validation extérieure et qui est juste lié à comment je veux me sentir dans mon corps, de l'intérieur. On fait beaucoup d'exercices aussi de comment je ressens mon corps, parce que souvent les femmes, d'ailleurs c'est assez symptomatique quand on parle à des femmes et même des jeunes filles sur comment elles perçoivent leur corps, elles vont très rapidement parler de un petit peu comme s'il y avait une caméra qui sortait d'elles et elles se regardent de l'extérieur. Les femmes ont souvent ce regard-là, elles se regardent pas, elles savent qu'elles sont regardées de l'extérieur et c'est comme ça qu'elles se regardent, comme d'un point de vue extérieur. Et on réapprend, et on réapprend aux femmes souvent à remettre le truc à l'intérieur et comment je me perçois et comment je perçois le monde depuis moi, depuis mon ressenti corporel. Et ça c'est un exercice, je le partage parce que pendant très longtemps j'ai fait beaucoup de yoga, je suis formée pour être professeure de yoga et en fait pendant des années, je pratiquais du yoga avec cette caméra là extérieure. Et par exemple, je vérifiais mes alignements, pas depuis mon ressenti intérieur, mais depuis un miroir ou un miroir mental où je regardais comment mon corps faisait. Parfois, même en pleine séance de yoga, au lieu d'être concentrée sur mon souffle, concentrée sur mes ressentis, parfois je me dis oh là, je crois qu'il y a mon beat qui sort, mais en mode esthétique, en mode forme, pas en mode ressenti. Je sens que, il y avait des choses comme ça que je percevais, mais plutôt d'un ressenti extérieur. Et j'ai mis énormément de temps à remettre ma boussole à l'intérieur. Ça a été très très long parce qu'en fait les petites filles sont pas socialisées, on ne leur apprend pas à faire ça, on leur apprend à tout le temps se regarder dans un miroir,
attendre des compliments extérieurs, regarder, comparer les vêtements, les trucs, les formes, alors que dans l'apprentissage d'un garçon, on va beaucoup plus valoriser qui se sent fort, qui se sent qu'il est un peu capable de tout, qu'il est un peu Spider-Man, plus dans un champ lexical de l'intérieur, de l'intériorité et du ressenti corporel, et la fille plus dans le côté un peu polissé de l'image en 2D. Donc voilà, j'apprends aux femmes petit à petit, donc surtout des femmes, hein. J'ai accompagné un homme récemment et quelques-uns par avant, mais j'ai 99% de femmes, hein, voilà. Et donc je leur réapprends petit à petit à faire ça. Donc ça va passer par des séances de yoga. Alors parfois j'accompagne de manière individuelle, parfois en groupe, avec un programme qui est en ligne avec des moments de groupe de parole, etc. Mais donc voilà, il faut voir ça un peu sur un temps long. On va venir décortiquer et faire étape après étape du travail, à la fois sur le psychisme, à la fois sur l'assiette, à la fois sur le corps et le rapport au corps, comment on se ressent, et voilà. Est-ce que tu rediriges parfois vers des psychologues parce que tu sens que toi, pour l'instant, c'est pas le moment, ouais. C'est pas comment... Alors moi, de toute façon, l'engagement pour pouvoir faire un accompagnement avec moi, c'est quand on a un TCA, c'est d'être suivi en parallèle, médicalement et psychologiquement, ou psychologiquement, enfin bon, ça dépend un petit peu des cas. Pour l'anxiété alimentaire, quand il n'y a pas de trouble médical, enfin voilà, que en tout cas la santé de la personne n'est pas en jeu, je suis ok pour moi accompagner, mais dès que je sens qu'il y a besoin de plus, je redirige également vers un psychologue ou un diététicien en parallèle. C'est vraiment complémentaire. On ne travaille pas sur les mêmes choses, on n'a pas les mêmes outils. On voit pas et c'est un problème qui est vraiment important de regarder sous plusieurs angles. Et de savoir qu'on est accompagné par une équipe, vraiment, pas juste une personne, parce qu'il y a une personne qui va réussir à tirer un petit bout du fil de la pelote, et puis un autre accompagnant va pouvoir tirer sur autre chose, et c'est vraiment complémentaire. Ça permet d'avancer plus vite. Et moi, je sais que j'ai pu sortir des troubles du comportement alimentaire parce que j'ai eu... Alors moi, je l'ai pas fait en même temps, j'aurais dû le faire en même temps, mais j'ai commencé par la psycho, je suis passée par la diététique. Ensuite, je suis passée plus par le corporel. J'ai fait ça un peu bout à bout. Ça aurait été plus rapide, certainement. Ouais, je pense que je retournerai voir des professionnels qui peuvent parler de tout ça en même temps pour que ça soit plus cohérent. Là, j'ai fait un petit peu de manière morcelée, mais en même temps, voilà, je sais pertinemment que moi, juste le naturo ne m'aurait pas suffi. Clairement, ouais, ça m'a aidé énormément. Il y a plein de choses qui ne me sont venues que de la naturo, mais c'était pas suffisant. Ouais, donc c'est important que les personnes c'est un problème global, donc il faut le voir globalement, et il faut aller voir des professionnels qui accompagnent de cette manière-là, par différents axes. Super. Et est-ce qu'il y a des choses vraiment où tu dis, alors ça, c'est interdit quand on a des TCA, c'est-à-dire, par exemple, quand je suis sortie d'un jeûne et que j'ai été revoir une psychologue parce que les TCA ont été redéclenchés, elle m'a dit, ah là là, quand on a des TCA, jamais de jeûne. Est-ce que en dehors du jeûne, toi, il y a des choses comme ça où tu dis interdit parce que c'est trop, pas dangereux, mais voilà. Il y aurait plein de choses que j'aurais envie d'interdire et en même temps, bon, ça dépend vraiment d'où en est la personne. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont très risqués, donc notamment le jeûne, même les jeûnes intermittents, ça peut être un peu touchy. En fait, à partir du moment où on n'est plus en train de ressentir son corps et on prend une règle extérieure pour la faire sienne, donc les régimes aussi, voilà. On est toujours, on se déconnecte de ce qu'on ressent et on prend une loi extérieure et on se la fait sienne. Là, à partir de ce moment-là, il y a un risque de redéclencher ce truc de validation extérieure, ce truc d'orthorexie, ce truc de rigidité mentale. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Après, il y a des garde-fous sur plein d'aspects. Moi, par exemple, je suis pas contre aller faire une retraite yoga où on va manger de manière très sobre et très végétale, etc. pendant un laps de temps, à condition d'être bien accompagné à la sortie.
pour pas rester dans ce modèle-là tout du long, enfin en ressortant, pour être accompagné, pour pouvoir se réalimenter de manière plus diversifiée. Après, là où il faut se méfier, en fait, moi, je sais par exemple que j'ai fait un jeûne de plusieurs jours, un jeûne hydrique de plusieurs jours en étant sortie de mes TCA, et j'en ai parlé à la personne qui faisait le jeûne, et à une amie qui m'accompagnait pour leur dire voilà quels sont les signes d'alerte chez moi, où il va falloir me remettre sur le droit chemin si je commence à dire ce genre de choses, si je commence à... Et j'ai été border à un moment donné parce que j'avais perdu beaucoup de poids, et en même temps je le faisais vraiment parce que le jeûne a réellement des vertus thérapeutiques prouvées, donc j'y allais vraiment pour ça. Et clairement, il n'y avait pas d'arrière-pensée de je vais maigrir, et c'était pas mon but du tout. Mais en même temps, au fil de l'eau de la semaine, quand je perdais du poids, je croisais mon reflet dans une vitre ou dans un miroir, et Ça te plaisait, ouais, il y avait un truc de ah punaise, il y a une petite jouissance intérieure, quoi. Oui, Et c'est clair. et je m'auto-validais un truc, tu vois, je me disais ah cool. Tout en sachant pertinemment que j'allais reprendre puisque c'était une grosse partie d'eau, etc. Mais c'est clair, et je sais qu'à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir comme ça, un peu contente. Et comme j'avais alerté ma copine là-dessus, c'est elle qui m'a dit Marine, attention, là t'y es. Je vois que et j'ai dit ok, c'est vrai, j'y suis. Donc je vais prendre du recul par rapport à ça. Voilà, moi je l'avais fait pour des raisons thérapeutiques. Moi j'avoue que je le déconseille à toutes les personnes. Parce que même moi, en étant plutôt hyper formée sur le sujet, j'étais de nouveau border à l'intérieur de ce truc-là. C'est clair. Ça avait fait du bien à ma santé, mais il aurait pas fallu que ça dure plus longtemps. Il aurait pas fallu que je n'ai pas ma copine à côté de moi, parce que j'aurais pu retomber dans un truc comme ça. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est que tous ces fonctionnements-là sont hyper valorisés par la société. Ouais. Donc c'est difficile de lutter contre en fait le rouleau compresseur qui nous revient dessus direct. Et comme on est un animal qui a besoin de survivre, on a besoin de cette validation extérieure, ça fait du bien, on a une libération de dopamine, un peu comme sur les réseaux sociaux quand on est liké. Et ben c'est la même chose quand d'un seul coup on se voit plus fine et que je sais pas, moi je suis revenue de mon jeûne et qu'on me dit waouh, punaise, ça a perdu du poids. Pareil, c'est un truc aussi, je lutte je lutte beaucoup la dernière fois, j'avais perdu du poids pour X ou Y raison sans même m'en être rendu compte. Pendant une période, j'ai peut-être eu moins faim, moins mangé, fait plus d'activités, peu importe, je m'en suis même pas rendu compte. Et j'ai des membres de mon entourage qui disaient waouh, ça te va bien, t'as perdu du poids. Et je sentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait un truc qui était content. Et en même temps de me dire punaise, je suis encore en train de tomber dans le truc de la validation externe, et punaise, ils sont encore en train de renforcer un truc contre lequel je lutte. Et ça me saoule. Et donc gentiment, j'ai fait comprendre en fait, j'ai plus envie que ce soit dans un sens comme dans l'autre qu'on fasse de commentaires sur mon corps. Bon, ils l'ont très bien compris, ils savent par quoi je suis passée, etc. Mais voilà, et dans un sens comme dans l'autre, mais même mes enfants, je leur apprends à ne pas faire de commentaires sur à quoi ressemble une personne. Parfois, je dis à mes enfants, vous pouvez faire un commentaire sur t'as une jolie robe, t'as des belles boucles d'oreilles, t'es machin, mais en fait dire ah bah t'es grosse, ou bah t'es maigre, bah t'es machin, en fait ça n'a aucun intérêt. Et c'est moi je suis radicale là-dessus, je ne veux pas que mes enfants fassent des commentaires, et je veux pas qu'on commente, et je veux pas qu'on me commente. Et par exemple, si mes enfants en rigolant me disent ah maman a des grosses fesses, ou des trucs comme ça, parce que souvent les enfants disent des trucs comme ça à l'école, ils l'entendent, donc ou j'essaye de me caler entre eux sur le canapé et il y a pas beaucoup de place, et j'essaye de me faufiler, et qui dit ah ma maman a des trop grosses fesses pour passer, et je me force maintenant à dire maman a des fesses exactement comme il faut. Elle a les fesses qu'elle a, et c'est très bien comme ça. Elle serait plus petite, ça serait très bien. Elle serait plus grosse, ça serait très bien. Et j'ai besoin de leur... Alors peut-être que je sais pas, peut-être que j'en ferai des enfants complètement névrosés, je sais pas, j'espère pas. Mais j'ai besoin de dire en fait le commentaire sur mon corps ne m'intéresse pas, et en plus de ça, je suis très bien comme je suis, quelle que soit ma forme, quelle que soit ma taille. Voilà, donc je leur lis beaucoup d'albums jeunesse, plein de bouquins dont je pourrais parler en long, en large, en travers, mais c'est il y a tellement en fait le rouleau compresseur de la société qu'ils le perçoivent déjà à l'école, dans leur rapport avec les petits copains et les petites copines,
qu'il y a un peu ce truc-là qui revient à la maison et que j'essaye de border au maximum. Mais voilà, essayez pour les gens qui entendent ce podcast de ne pas commenter ni positivement ni négativement les corps des gens, parce qu'en fait vous savez pas ce qu'ils traversent. J'ai une cliente la dernière fois qui m'a dit elle a perdu beaucoup de poids parce qu'elle a eu un deuil dans sa famille. Et voilà, le choc psychique a fait qu'elle a perdu l'appétit, et elle a perdu beaucoup de poids. Et elle disait c'était complètement fou parce que effectivement, pour la première fois de ma vie, je me sentais validée extérieurement, physiquement. En même temps, à l'intérieur de moi, j'étais un zombie et j'étais malheureuse comme les pierres. Et j'avais ce truc un peu dissonant des gens qui arrêtaient pas de me féliciter sur mon corps, qui en fait était lié à mon deuil. C'était horrible, quoi. Et donc on sait pas. Voilà. On sait pas ce que la personne traverse et qu'elle valide plus ou moins le corps idéal de la femme. Peu importe en fait, on doit sortir absolument de ce truc-là. Et d'ailleurs, les hommes, on leur fait beaucoup moins remarquer ça. Ils sont beaucoup plus libres dans leur vie d'être ok avec qui ils sont et ce à quoi ils ressemblent. Et ça donne une liberté. Et en fait, aussi, il y a quelque chose qui me met très en colère, c'est que je me rends compte que alors ça, c'est mon côté plus féministe qui ressort, mais à force de passer autant de temps à mettre autant d'accent sur ce à quoi le corps de la femme doit ressembler, l'énergie, moi je calcule le temps, l'énergie passée à gérer ce truc-là et à pas faire les trucs qui m'importent vraiment, c'est-à-dire donner du sens à ma vie, avoir un impact positif dans le monde, faire changer des choses. En fait, j'ai passé tout ce temps-là et toute cette énergie-là juste à gérer comment je faisais rentrer mes fesses dans un jean taille 36. Mais en fait, parfois je me dis, mais mon Dieu, l'énergie et le temps perdu au niveau mondial sur un truc qui n'a aucune importance. Ouais. C'est clair. Et quelque part, je pense que ça convient bien à la société patriarcale de garder les femmes un petit peu sous ce truc-là, en disant bah vas-y, va t'occuper de tes kilos et de ta bouffe, et puis les questions politiques et tout, on en parlera plus tard, hein, parce que là pour l'instant, il faut juste que tu mettes tes talons et que tu rentres dans ton 36. Et voilà, il y a un côté de moi qui est très en colère contre ce truc-là. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Puis en plus, tellement tu dois en voir énormément chaque année que ça doit encore plus monter, bouillir à l'intérieur de toi, quoi. Mais oui, donc, évidemment. Et en consultation, j'ai toujours des femmes, mais avec leur beauté à elles, mais que je trouve belles, vraiment belles, et qui sont peut-être pas dans les normes, effectivement, de la beauté, mais qui ont leur beauté, avec une intelligence incroyable, émotionnelle et intelligence entre guillemets intellectuelle pure, avec des rêves, avec une énergie. Enfin, elles pourraient déplacer des montagnes, toutes ces femmes-là. Et elles viennent me voir parce qu'elles sont embrigadées dans ce truc de mon corps va pas, mon alimentation va pas. Et moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de les libérer au plus vite de ce truc-là pour qu'elles puissent vivre leurs rêves, pour qu'elles puissent mener à bien leur projet jusqu'au bout, et que on en finisse de perdre du temps et de l'énergie et qu'on gâche toutes ces vies de femmes à faire des trucs qui n'ont pas d'importance alors que le monde attend beaucoup plus. Et que les femmes soient beaucoup plus présentes dans la sphère publique, etc. Donc voilà, moi je suis un peu en mode là, j'essaye au maximum de les aider à couper tous les liens qui les entravent et que ensuite elles fassent leur vie. Mais et qu'elles soient dans le meilleur état d'esprit possible pour ça. Trop bien. Et est-ce que justement, du coup, t'as des livres à conseiller, que ça soit en rapport avec ce sujet-là, ou d'autres qui t'ont touché, qui t'ont fait du bien, t'ont fait du bien tout simplement? Alors il y en a plein, mais alors il y a une lecture récente et une plus ancienne, voilà, pour commencer, je pense qui sont vraiment très intéressantes, qui sont féministes et qui sont en lien avec soit le corps, soit la nourriture. Il y a un livre qui m'a beaucoup impactée qui s'appelle Beauté fatale de Mona Chollet. Donc c'est un livre féministe, un essai féministe qui raconte comment la société fait en sorte que les femmes soient obsédées par cette beauté extérieure, corporelle, etc. Et comment on pourrait déjouer tout ça. Parce que effectivement c'est ce concept de beauté, même s'il y a des choses qui peuvent être nourrissantes, il y a 99% de ça qui est fatal aux femmes.
donc Beauté fatale, vraiment très intéressant. Et un qui est sorti plus récemment qui s'appelle Mangeuse de Lorraine Malka et qui raconte en fait justement via la littérature, via plein de choses de notre culture, comment la culture façonne la façon qu'ont les femmes de manger ou d'être en rapport avec l'alimentation. Donc voilà, toutes les images un peu subliminales qui nous sont transférées depuis l'enfance sur que la femme, elle doit avoir un petit appétit de moineau, elle doit prendre soin de toute sa famille en faisant beaucoup à manger, mais elle en mangeant pas trop. Enfin voilà, tous ces trucs-là, mangeuses. Et comment, par exemple, toutes les autrices écrivaines qui ont mis en avant leur gourmandise, parce que c'est la gourmandise de la femme, c'est très lié à la sexualité également, dans l'imaginaire, dans la représentation. Donc toutes ces femmes qui valorisent en fait énormément la gourmandise, en fin de compte dans leurs écrits, on se rend compte qu'elles sont très très dans le contrôle et dans la restriction, et qu'en fin de compte il n'y a pas tant de choses que ça qu'elles s'autorisent réellement dans l'alimentation. Donc voilà, Beauté fatale de Mona Chollet et Mangeuse de Lorraine Malka. Pour commencer. Après, il y en a plein d'autres, mais voilà. Ouais, je me doute. Ok, super. Est-ce que tu voudrais rajouter un dernier truc qu'on n'aurait pas abordé, qui te semble important avant de clôturer le podcast? Non, je pense que vraiment pour résumer, savoir que c'est un travail de longue haleine, de se libérer de ces soucis-là, que ça vaut vraiment le coup, parce qu'en fait, c'est pas que le rapport à l'alimentation qui va être transformé, c'est le rapport à sa vie et à sa mission de vie, que ça permet de prendre énormément de confiance en soi, de trouver de la puissance à l'intérieur de soi, de se faire confiance, d'explorer plein de domaines où on excelle et qu'on n'explorait pas avant. Voilà, je pense que c'est important vraiment d'adresser ces problèmes à chaque fois j'utilise cet anglicisme-là, c'est pas ça le terme en français. À chaque fois c'est important de prendre soin de ce rapport à la nourriture et au corps, parce que ça peut être très libérateur, alors que ça nous a beaucoup enfermés. Ça peut être très libérateur. Et voilà, je dis aux femmes de prendre ce problème-là à bras le corps pour s'en libérer le plus vite possible, et puis pour mener leur vie comme elles le souhaitent, pour aller au bout de leurs rêves. Parce que tant que ça, c'est pas réglé, ça va être un petit peu un boulet au pied pour faire toutes les grandes choses qu'elles doivent faire dans leur vie. Bah du coup merci beaucoup, parce que je pouvais pas mieux rêver comme conclusion de ce podcast. C'était hyper intéressant, j'aurais encore 10 000 questions à te poser, mais ça serait peut-être l'occasion d'en refaire un deuxième si t'es partante. Ouais, avec plaisir. Questions en plus à la suite de ce podcast. Enfin voilà. En tout cas, merci Marine, et je mets tout en commentaire, en lien de ce podcast, ton lien Instagram. Je sais pas si t'as un site internet pour mettre tout. Voilà. Oui. Parfait. Un énorme merci. Avec grand plaisir. Merci à toi.